Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la rétrospective des faits marquants de la semaine. Cette semaine a été dominée sur le plan politique par la poursuite du cadre de dialogue au Palais du Peuple. Vendredi, contrairement à la journée du jeudi, l'opposition a répondu présente. La rencontre, elle, a une nouvelle fois porté sur la mise en place d'un cadre restreint de dialogue, une demande faite par les leaders de l'ADP, du collectif et du CDR en vue de mieux aborder les questions de fond. Ibrahim Souriari Ansane nous fait le point. Les débats de ce vendredi étaient encore axés sur la définition du cadre de dialogue. L'opposition a toujours réitéré sa position, celle de mettre en place un cadre de concertation restreint. D'un côté, le gouvernement et de l'autre, l'opposition. Les deux camps seront en effet devant un facilitateur. Il s'agit de permettre un débat sérieux sur les questions de fond, explique le porte-parole de l'ADP, du collectif et du CDR. Le cadre de concertation que nous souhaitons et que nous avons présenté n'est pas encore présent. Donc nous avons donc réitéré notre souci d'avoir dans ce cadre de concertation une délégation gouvernementale et de l'autre côté une délégation de l'opposition, avec au milieu un facilitateur accepté par les deux parties, ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Nous avons donc réitéré ce préalable majeur aux autorités, au gouvernement, qui était pour la circonstance assisté aussi de la CENI. Et puis nous avons donc demandé à ce que des dispositions soient prises pour que ce cadre de concertation que nous demandons, qui est le seul qui est capable de donner des résultats par rapport au dialogue souhaité, par rapport à la prise en compte de nos revendications, pour permettre un processus électoral transparent. Et le gouvernement a promis d'examiner cette demande. Et nous aussi de notre côté, nous allons nous retrouver pour davantage encore approfondir la réflexion sur cette question. Membres du gouvernement délégués pour ce cadre de dialogue et représentants de l'opposition comptent se rencontrer encore samedi au Palais du Peuple dans l'espoir de résoudre définitivement cette question. L'opposition a émis un certain nombre de desiderata que nous avons analysés ensemble, auxquels nous avons répondu, notamment concernant la facilitation, concernant le cadre un peu plus restreint de dialogue, et donc c'est sur ces points que nous avons débattu aujourd'hui avec l'objectif de nous retrouver encore une fois demain pour définir définitivement, nous l'espérons, ce cadre de dialogue et commencer enfin les questions de fond. Pour l'heure, tout reste à croire que la volonté d'un dialogue franc existe de part et d'autre. Au chapitre politico-judiciaire, le président du RDIG, Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée, a été convoqué cette semaine au tribunal de première instance de Mafanko par le parquet. Jean-Marc Teliano est accusé d'avoir tenu des propos diffamatoires et injurieux à l'endroit du chef de l'État durant la marche de l'opposition le 27 février dernier. Explication Benoumar Silla. Jean-Marc Teliano est accusé, selon le procureur du tribunal de première instance de Mafanko, d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre du chef de l'État à la faveur du meeting tenu à l'esplanade du stade du 28 septembre lors de la manifestation du 27 février dernier. Des propos injurieux qui touchent l'institution supérieure de la République et qui, selon le procureur, sont condamnés par le code pénal guinéen. M. Jean-Marc Teliano a fait des déclarations. Dans ces déclarations, il a prononcé des injures, des diffamations qui atteignent la dignité, l'honneur de la personne à laquelle elle s'adresse. Et en la matière, la loi dit que celui qui est offensé peut se plaindre. Mais quand il s'agit d'un président de la République, il constitue une institution et il est protégé par la société. En conséquence, le procureur de la République doit engager des poursuites. Après de sauts de discussion dans le cabinet d'instruction, l'avocat de l'accusé réfute les arguments avancés. Maître Salif Beyavogi qualifie le dossier de toute pièce montée contre son client. Ce dossier-là n'est pas consistant et que ces poursuites ne sont que la preuve que des harcèlements, des persécutions qui sont dirigées contre notre client. Autrement dit, nous pensons que ce dossier a une autre résonance que celle juridique et qu'il n'a jamais injurié le chef de l'État, il ne l'a jamais fait. C'est un dossier monté de toutes pièces.
Jean-Marc Teliano, ancien ministre de l'Agriculture, a été révoqué de ses fonctions lors du dernier réaménagement du gouvernement en octobre 2012. Il rallie d'office l'opposition et commence les critiques contre le régime du président Alpha Condé. Pour voir clair dans le dossier, le tribunal entend organiser un procès dans les jours à venir où Jean-Marc Teliano va comparaître. Dans le même registre, certaines ONG conscientes de la dégradation du climat sociopolitique du pays ont tiré la sonnette d'alarme et appelé les acteurs politiques à dépasser leurs différends en privilégiant le dialogue. C'est le cas notamment de l'ONG Notre Voix aussi, qui a exprimé sa vive préoccupation vendredi face aux hommes de médias et l'Ajmar Barry. Toutes habillées en tenue qui représente les 4 régions naturelles, ces jeunes filles sont plus que déterminées à apporter leur contribution au processus de réconciliation nationale au-delà de la diversité ethnique. À les écouter, la situation que la Guinée traverse interpelle tout un chacun. C'est pourquoi, réunis en mouvement sous une obédience apolitique, Notre Voix aussi demande à tout le peuple de Guinée de mettre la Guinée au-dessus de tout. Nous sommes neutres jusqu'à la moelle épinière. Nous ne dansons ni ne pleurons pour aucun parti. Nous sommes plutôt anxieux face au climat de suspicion et de doute interminable qui s'installe entre les leaders politiques guinéens. Choses qui ne sont pas le signe d'une conquête du pouvoir sereine pour le peuple. Le NVA lui demande solennellement de tout faire afin d'organiser dans de brefs délais des élections législatives libres et transparentes qui verront la participation de tous les acteurs politiques de la scène nationale du pays. Pour atteindre leur objectif, le mouvement Notre Voix aussi invite par ailleurs le président de la République, les partis politiques et les femmes du pays de s'impliquer activement dans la recherche de la paix pour enfin mettre un terme à la transition. En fonction de tout ce qui précède, l'association NVA lance un vibrant appel à l'égard de toutes les femmes de la Guinée sans exception, à commencer par la première dame de la République, ainsi que les épouses des leaders politiques, pour nous rejoindre pour un meeting de plaidoyer à l'endroit de qui? De nos dirigeants et de nos opposants. Nous en avons marre de cette situation. On dit souvent que lorsque femme veut, Dieu le veut. Alors si nous voulons, nous pouvons. Les femmes de Guinée doivent savoir que sans l'intervention de toutes les femmes, la Guinée risque de s'effondrer dans un désastre total. L'ONG Notre Voix aussi a été créée il y a au moins un mois et elle entend rendre efficace et pérenne sa démarche pour le bien-être du peuple. Et dans la même dynamique, le gouverneur de la ville de Conakry, en messager de la paix et de l'unité nationale dans les 5 communes de la capitale, commandant Sékou Resco Camara, a bouclé mercredi sa campagne de sensibilisation et d'information par Kaloum. La veille, il a appelé les populations de Dixine et de Matam à tourner la page des récentes violences survenues à Conakry. Camara était sur ses pas. Voici son reportage. La caravane de sensibilisation du gouverneur de la ville de Conakry sur son petit bonhomme de chemin à Kaloum, élus locaux et sages se sont mobilisés ce mercredi pour accueillir le gouverneur Sékou Resco Camara et écouter le message du chef de l'État dont il est porteur. Le président de la République, chef de l'État, message de venir remercier, féliciter, encourager les braves populations du Cameroun, une commune de référence. Si toutes les autres communes offrent comme Cameroun, aujourd'hui, on n'a pas été là aujourd'hui. Sur les 5 communes de la capitale, Kaloum a été celle qui n'a pas connu de violence lors des manifestations de l'opposition. À ce titre, les jeunes de cette commune disent avoir d'autres préoccupations que d'être dans les rues. Le premier besoin d'une commune, c'est l'éducation d'abord. C'est ce qui prime dans les différents quartiers de Kaloum, raison pour laquelle il n'y a pas de... Quand il y a les manifestations dans les autres communes, à Kaloum, il n'y en a pas. Au terme de la tournée, le gouverneur a une fois encore appelé les chefs des débarcadères à redoubler de vigilance au niveau de tous les ports de Conakry.
Et puis le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques s'est entretenu cette semaine avec les ONG de promotion et de protection des droits humains. Les échanges ont essentiellement porté sur la situation sociopolitique du pays après les incidents survenus ces derniers temps à Conakry. Khalifa Gassama Diaby a proposé aux défenseurs des droits de l'homme une coordination des efforts pour prévenir les violences dans le pays. Mamadi Kamisuko pour plus de précision. Au lendemain des émeutes provoquant des morts d'hommes, des destructions de biens publics et privés, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques discute avec les défenseurs des droits humains. Deuxième du genre, un seul point était à l'ordre de cette rencontre, l'analyse de la situation sociopolitique. La vingtaine d'ONG présentes évoque un moment critique pour le pays avec le communautarisme accru et le manque de confiance entre les acteurs politiques. Elle se dit confrontée à plusieurs problèmes sur le terrain. Aujourd'hui, quand moi je parle, que ça par voie de médias ou ailleurs, on cherche à savoir d'abord comment je m'appelle avant d'analyser ce que je dis. Et quand quelqu'un d'autre parle, je cherche à savoir qui il est d'abord avant d'analyser son discours. Malheureusement, nous avons atteint un stade où si nous ne faisons pas attention en tant que défenseurs des droits humains, chargés de défendre des principes et de veiller à ce que les règles qui régissent la cité puissent être observées dans les meilleures conditions, si nous ne prenons pas garde, nous risquons de dériver. Vu la situation actuelle dans laquelle nous vivons et qui nous interpelle tous, non seulement par le gouvernement, mais aussi nous en tant qu'acteurs de défenseurs des droits humains, à réfléchir et à trouver des solutions qui puissent nous sortir de cette situation. Afin de mieux faire comprendre à la population et aux décideurs leur mission sur le terrain, ces ONG plaident pour la tenue d'une rencontre nationale de concertation. Pour le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, chaque Guinéen est responsable de la situation actuelle. Une situation qui, selon lui, nécessite la coordination des actions entre les défenseurs des droits humains pour faire cesser les violences. Dans nos comportements individuels, à chacun, de façon quasiment automatique, nous sommes en train de tuer l'émergence de l'homme dont nous devons défendre les droits. Parce que les droits de l'homme ne sont pas possibles si l'homme est tribal. Parce que ça a des conséquences politiques. Si l'homme est tribal, la responsabilité est collective. Si vous défendez le droit de l'homme tribal, ces violations deviennent des violations tribales, les victimes deviennent des tribaux et les coupables deviennent aussi des tribaux. On ne s'en sort plus. Le ministre Diaby promet d'instituer un cadre de réflexion pour permettre de discuter de l'évolution des droits de l'homme et de proposer des pistes de solutions. Il a également annoncé sa participation la semaine prochaine à Genève à la 21e session du Conseil international des droits de l'homme. Autre fait marquant à se mettre sous la dent cette semaine, la signature mercredi d'un accord de prêt entre le ministère des Finances et le Fonds saoudien de développement. Il s'agit d'un prêt de 168 milliards de nos francs destiné au financement de la construction et de l'équipement de 8 écoles professionnelles de l'intérieur du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement ainsi que de l'ambassadeur saoudien Fanta Conté. Cette cérémonie de signature entre le ministère d'État de l'économie et des finances et le Fonds saoudien de développement concerne deux accords. Le premier porte sur un prêt à des conditions concessionnelles s'élevant à 90 millions de rials saoudiens, soit l'équivalent de 168 milliards de francs guinéens. Ce fonds est destiné à la construction et à l'équipement de 8 écoles des arts et métiers dans les préfectures de l'intérieur du pays. Ce projet a pour objectif la formation et la qualification des compétences professionnelles guinéennes en vue de renforcer les programmes et projets de développement. Le second accord concerne le rééchelonnement de la dette guinéenne au compte du Fonds saoudien sur 40 ans. Le Royaume d'Arabie saoudite s'emploie toujours à soutenir les efforts de développement déployés par les pays frères et amis du tiers-monde et grâce à sa qualité de membre influent dans plusieurs institutions de développement, je tiens à signaler que le Royaume d'Arabie saoudite éprouve beaucoup de fierté quand il constate que les projets au financement desquels il participe contribuent de manière efficace à la promotion du processus de développement et de progrès en République de Guinée.
Par la signature du présent accord, le montant total des contributions consenties par le Royaume d'Arabie Saoudite à travers le Fonds saoudien de développement pour le financement des projets de développement en Guinée a atteint environ 807 millions de rials, soit 215 millions de dollars américains. Des efforts que le ministre Kerfa Layansane n'a pas manqué de saluer. Nous espérons que les autres partenaires au développement vont suivre l'exemple du Fonds saoudien et accepter de financer les autres écoles. Le chemin que la Guinée s'est tracé pour l'émergence, cette école va jouer un rôle extrêmement important, car sans les ressources humaines, nous ne pourrons pas atteindre l'émergence. Le ministre d'État de l'économie a également invité le Fonds saoudien au développement à prendre part dans les prochains mois à Abu Dhabi à la table ronde des investisseurs et bailleurs de fonds sur le secteur de l'énergie en Guinée. Il faut dire que cet accord exprime de manière évidente les liens solides existants entre les deux peuples, saoudiens et guinéens. D'une rencontre à une autre, les travaux d'un atelier de formation ont pris fin cette semaine. Organisé à l'intention des membres du CNT, cet atelier était axé sur la facilitation du processus d'adoption du code minier guinéen et ses textes d'application, une initiative du CICID, Centre du commerce international et de développement, qui a dû permettre aux conseillers nationaux d'avoir une meilleure lecture des spécificités du code minier. C'est un compte-rendu signé Aboubakar Arafan Kamara. Cet atelier qui a débuté lundi a dû permettre aux membres du CNT d'avoir une large information sur le nouveau code minier guinéen en cours d'élaboration. Ainsi, la finalité est de procéder à la régularisation du secteur minier en vue de promouvoir les investissements pour une meilleure connaissance du sol et du sous-sol de la République de Guinée. Tous les participants, notamment les conseillers du CNT, qui sont représentés par les 9 commissions, je crois que ces conseillers-là ont, en toute connaissance des causes, en toute sincérité, apporté leur contribution à l'amélioration du nouveau code minier qui vient d'être révisé par le gouvernement guinéen. Profitant de cette opportunité, les participants, après avoir suivi des séances de travaux durant ces 2 jours, se disent confiants et remercient les initiateurs. Nous sommes tout à fait satisfaits des recommandations qui ont été mises en place et si jamais il y a applicabilité de ces différentes recommandations, nous croyons bien que le secteur minier sera un secteur porteur et surtout il sera beaucoup plus incitatif que ce que nous avons maintenant là. Nous sommes dans un cadre où il faut développer beaucoup plus la gouvernance, ce qui implique la participation de tous les acteurs. Et dans ce sens, il serait toujours plus important de vulgariser la loi, de faire en sorte que chacun puisse s'approprier, et même s'il faut la vulgariser dans des langues nationales, pour que la population à la base, surtout la population locale qui est la première intéressée, puisse savoir ce qui est en train de se faire au sommet et comment la loi est structurée pour qu'ils puissent bénéficier vraiment de ce qui est des avantages de cette loi. Des articles du nouveau code s'intéressant à la protection de la population riveraine, le respect de l'environnement de la part des entreprises multinationales basées sur le territoire guinéen ont été largement débattus au cours de cette rencontre par les organisateurs et les participants. Dans le registre des faits ayant retenu l'attention cette semaine, l'installation officielle du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire et du haut commandant en second, c'était à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée vendredi à l'école nationale de la gendarmerie de Sonfonia. Officiers, sous-officiers, hommes de rang et attachés de défense des pays amis étaient de la partie. Reportage Malik Diakité. C'est suite au décret de 2011-290 PRG-SGG du 28 novembre 2011 que l'état-major de la gendarmerie nationale a été érigé en haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. À sa tête, général Ibrahima Baldé, suivi du colonel Ousmane Kamara en qualité du haut commandant en second. Dans son allocution, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, a rappelé le rôle assigné à la gendarmerie. La gendarmerie nationale est une force humaine à statut militaire. Elle a pour mission de veiller à la sûreté publique, au maintien et au rétablissement de l'ordre public et à l'exécution des lois et règlements dans le but de protéger les institutions, les personnes et leurs biens pour assurer la défense opérationnelle du territoire.
Il a ensuite mis en exergue les projets en cours de la gendarmerie. Dans le cadre de l'amélioration de nos capacités opérationnelles, la gendarmerie projette la formation permanente du personnel, la création des unités supplémentaires pour couvrir l'ensemble du territoire national, l'extension des écoles de gendarmerie par l'ouverture d'une école d'officiers à Somponia et la construction d'un village de formation et de perfectionnement en maintien de l'ordre public et de maintien de la paix à Kaléa. À la demande du directeur de cabinet du ministère de la Défense, une minute de silence a été observée à la mémoire des 11 officiers et sous-officiers morts dans un crash sur le territoire libérien. Selon lui, cette réforme est l'une des œuvres du feu général Kéléfa Diallo. L'érection de l'état-major de la gendarmerie nationale est une des œuvres capitales du général de division feu Souleymane Kéléfa Diallo. Il a ensuite rassuré le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire et son adjoint du soutien de la République. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mon général, je vais vous remettre officiellement la lettre du haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, afin que, pour le futur, à partir de cet instant, vous assurez avec tout le soutien légal, le commandement de cette institution de la République. A rappelé que la gendarmerie nationale guinéenne hérite de la gendarmerie française. Elle a été créée par décret numéro 77 PC du 11 novembre 1958 sous l'appellation de direction de la gendarmerie nationale. Insuffisance des effectifs au sein de la police guinéenne avec un ratio de plus de 1000 habitants pour un seul policier. La Guinée n'est plus en adéquation avec la norme mondiale qui prévoit 200 habitants pour un policier. Face à cette situation, les autorités projettent de recruter plus de 4000 policiers et de construire de nouvelles écoles de police. Les explications, Benoumar Silla. L'état du secteur de la sécurité en République de Guinée est caractérisé par le déficit chronique des effectifs de la police et de la protection civile. Le ratio est aujourd'hui à 1500 habitants pour un policier, dépassant la norme à plus de 1300 personnes. Cette inadéquation serait l'une des causes de la montée vertigineuse de l'insécurité dans le pays. Normalement, selon les normes internationales, il faut un policier pour 200 habitants, mais actuellement, nous avons une moyenne nationale de 1200 jusqu'à 1500 habitants pour un policier. Ce qui complique un peu le service de maintien d'ordre, de rétablissement de l'ordre, la lutte contre la criminalité. Après la signature du statut particulier de la police, le 12 janvier dernier, les autorités ont envisagé de recruter 1015 personnes dans les rangs de la police et de la protection civile. Ce recrutement, selon le ministre de la Sécurité, ne sera jamais fait dans la rue, mais dans les universités pour éviter les dysfonctionnements que traverse aujourd'hui le secteur de la sécurité. Avant le recrutement, il n'y avait pas de normes. Quand on dit la police veut recruter, la douane veut recruter, la gendarmerie veut recruter, les eaux et forêts veulent recruter, on envoyait les gens n'importe comment. On les prenait dans la rue pour les injecter dans des services sensibles comme la sécurité. Notre ambition, c'est de nous tourner vers les universités publiques et privées, de faire en sorte d'avoir une base de recrutement uniforme des gens qui ont déjà un certain niveau intellectuel. Pour lier l'utile à l'agréable, le président Alpha Condé a alloué un budget additionnel pour finaliser la construction des écoles de Kafilia et de Kagbele, des écoles modernes de police qui pourraient répondre aux standards des académies de police dans un état de droit. Dans le chapitre judiciaire, peut-être bientôt la fin d'un long feuilleton judiciaire, le litige de représentativité à la tête de la CNTG devrait connaître son épilogue le mois prochain. La Cour suprême, plus haute instance judiciaire du pays, a en effet annoncé cette semaine son intention de rendre sa décision le 15 avril prochain dans le contentieux qui oppose Amadou Diallo à Yamoussa Touré. Les détails avec Mfali Guilavoutou.
Les camarades Amadou Diallo et Yamoussa Touré pourraient être situés au sujet du secrétariat général de la CNTG le 15 avril prochain par la Cour suprême. Le litige de représentativité qui oppose les deux hommes a été clos ce lundi au cours d'une audience qui a mobilisé les sympathisants des deux factions syndicales. Et l'article 47 du règlement intérieur a été largement abordé devant la plus haute instance judiciaire. Les avocats de Amadou Diallo, les premiers à prendre la parole, ont soutenu que l'article 47 avait été abrogé au 16e congrès de la CNTG. Ils ont en outre expliqué en quoi l'article 47 n'est pas une condition d'éligibilité à la tête de la plus grande centrale syndicale. Première raison, c'est que c'est un article qui a été biffé, il a été modifié. Et cette modification est conforme aux dispositions de l'article 263 du Code du travail. Deuxième raison, c'est que cet article, lorsque vous allez le lire attentivement, vous verrez qu'il concerne les gens qui sont déjà au poste. C'est-à-dire, ce n'est pas une condition d'éligibilité des membres du syndicat. La troisième raison, l'article 47, même si elle n'était pas buffée, ne pouvait pas affecter l'élection d'Amadou Diallo. Ces arguments ont été balayés d'un revers de la main par la défense. Cette dernière préconise le respect de l'article 47 qui, dit-elle, constitue le fondement de l'appareil syndical. Amadou Diallo dit qu'il est le seul Guinéen qui a une main mise sur la CNTG. Ou lui, ou pas un autre. Parce qu'il découvre en cette CNTG-là une vache laitière. Il y a des dispositions constitutionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'aucune modification, d'aucune révision. Parce que si on entend État, on entend nation, c'est le socle. L'article 47 aussi, c'est le socle. Le règlement intérieur a été toiletté par Elhadji Amadou Diallo lui-même, il a signé. C'est après ça qu'il a tenté de modifier parce qu'il voulait coûte que coûte s'autoproclamer secrétaire général de la CNTG. C'est de la pagaille, cela est inacceptable, c'est un hold-up. Le procureur, de son côté, a requis la révision du règlement intérieur de la CNTG par la classe ouvrière. Cette initiative, selon lui, pourrait permettre aux acteurs syndicaux de trouver une issue favorable à ces contentieux qui, depuis 2011, déchirent la plus grande centrale syndicale du pays en faction. Dans le même siège, suite du procès des présumés auteurs de l'attaque contre le domicile privé du chef de l'État, mercredi, un seul accusé à la barre. Il s'agit du commandant Aboubakar Sidiki Kamara, alias De Gaulle, ancien aide de camp du général Sékouba Konaté. Il est poursuivi pour détention et consommation de drogue, des faits que l'accusé a mis en bloc. Les précisions dans ce compte rendu de Fanta Conté, lié en studio par Billy Nankoumon Kondé. Commandant Aboubakar Sidiki Kamara, alias De Gaulle, a comparu ce mercredi devant la cour d'assises dans le dossier du 19 juillet relatif à l'attaque perpétrée contre le domicile privé du chef de l'État. Contrairement aux autres accusés, commandant De Gaulle, ancien aide de camp du général Sékouba Konaté, est poursuivi pour détention et consommation de drogue, des faits que l'accusé dit avoir reconnus devant les juges d'instruction sous la contrainte. Dans son interrogatoire, le procureur et la partie civile ont tenté de démontrer la culpabilité de l'accusé, mais n'ont pas pour le moment établi un lien entre les faits qu'on lui reproche et l'attaque du domicile privé du chef de l'État. Lui-même, il a dit à la barre, et lorsqu'il est arrivé, l'accusé au niveau des rails de Bambeto, qu'un des éléments de la garde présidentielle lui aurait dit, « Monsieur le commandant, votre nom est trop cité dans cette affaire. En ma qualité d'avocat de la partie civile, j'avais intérêt à cribler l'accusé de questions pour m'assurer qu'il n'avait pas participé à l'exécution matérielle des faits graves enregistrés au domicile du chef de l'État. C'était le sens de mes questions. Mais j'ai la conviction qu'il n'est pas renvoyé devant la cour pour ce motif. Il est renvoyé pour détention, consommation de drogue. La défense, de son côté, estime que l'accusation de détention de drogue n'est qu'une manœuvre du procureur pour impliquer son client dans cette affaire. Je crois que vous avez tous vu que plutôt que d'interroger mon client sur les faits pour lesquels il est poursuivi, on s'est évertué à l'interroger sur des questions qui n'ont rien à voir avec les termes de l'arrêt de l'envoi. Je pense que c'est regrettable et qu'on arrête de faire perdre du temps à tout le monde
pour tenter de justifier un dossier qu'aujourd'hui on n'arrive pas à justifier et auquel, par ailleurs, mon client n'est pas mêlé. Les débats des jours à venir nous situeront sur la responsabilité des uns et des autres dans cette affaire. Autre fait ayant marqué les esprits cette semaine, l'encens, produit utilisé à l'origine par les Sénégalaises et les Maliennes, communément appelé tchouraï. Il est de plus en plus prisé par bien des femmes guinéennes. Il faut dire que l'encens recèle plusieurs vertus, qu'il s'agisse de soins corporels, domestiques ou encore pour séduire son conjoint. L'encens dans tous ses états. C'est un reportage signé Adiratouba. Ça fait 10 ans après. Depuis au Sénégal, je prends le suret à Tcharoy, j'envoie ici pour revendre. J'envoie les goé, les gonga, tout. Mamada Matambassa fabrique et vend du tchouraï depuis 10 ans. Cette substance résineuse, aromatique, qui brûle en répandant une odeur pénétrante, est issue des mélanges de grains et de parfums. Des substances dont les prix varient selon la qualité et la quantité. J'utilise bien. Depuis longtemps, j'aime le tchouraï. Ma copine qui envoie de Bamako, il m'envoie, je vends. Il y en a à 25 000, il y en a 30 000, il y en a 40 000. Ça varie quoi, selon la qualité et la quantité. Si tu n'utilises pas beaucoup, ça peut faire 2 semaines. Si tu utilises beaucoup, ça peut faire 1 semaine. Très prisés pendant la saison pluvieuse, les graines de tchouraï sont utilisées pour désodoriser les maisons. Ça c'est goé. Ça, on allume ça dans la maison pendant la saison des pluies. Pour chasser les mauvaises odeurs, les mouches, tu as vu. Quand il y a humidité dans la maison, quand tu utilises, ça réchauffe la maison. Le tchouraï existe aussi en liquide et en savon et sert à parfumer le corps de la femme et ses vêtements. Quand tu t'habilles bien, tu allumes le tchouraï, ça donne un bon parfum à l'habit aussi. Il y a le digidje, il y a les jarres pareils encore en perles quoi. Qu'on met sur les habits, on met sur le cou encore. En liquide, on met ça sur le corps. Tu mets mettre les habits aussi, tu trempes les habits. Pendant la saison sèche, en sortant aussi, tu peux utiliser avec ça aussi. Il y a le tchouraï en savon, on se lave avec aussi. Quand tu utilises ça très bien, tu te laves avec, vraiment ton corps aura une odeur excellente. Ça va parfumer le corps encore. Le tchouraï est un aphrodisiaque par essence et par excellence. Quand on veut que le mari te prenne bien cause, tu as vu, ça aussi, s'il y en a aussi. La femme utilise pour son mari, pour que ton mari t'aime bien, quoi. Là, c'est pour convaincre monsieur. Oui, ça, c'est comme pour convaincre monsieur. Bon, il y a le tchouraï aussi. Quand tu veux partir chez ton mari, l'ami, tu peux prendre ça, tu utilises ça encore. Tu fais ça en toilette aussi. Ça aussi, c'est très bon. C'est très bon. Pour que l'homme t'aime, ça aussi, il y en a aussi. Le tchouraï, une astuce de beauté féminine et d'hygiène que ces dames recommandent aux femmes dans leur quotidien. Dans le registre des faits ayant polarisé l'attention cette semaine, la Miss CEDEAO 2012 était mercredi à l'hôpital Ignace Dine. Elle y a offert des lits et des vivres aux patients du service rhumatologie, tout en remerciant la donatrice pour ce geste humanitaire. Le directeur général de ce centre hospitalier a saisi cette occasion pour appeler les personnes de bonne volonté à faire de même. Oussinatou Diallo. En compagnie de quelques membres du comité, la Miss CEDEAO 2012 a offert ce mercredi des vivres composés de boîtes de lait, de cartons de sucre et du matériel médical, dont 20 lits aux patients du service de rhumatologie de l'hôpital Ignace Dine. Et ce, pour améliorer les conditions de vie et d'accueil des locataires de ce service. C'est donc dans ce sens que j'encourage tous les Guinéens possédant quelque chose. Moi, je le fais pour les malades. Certains auraient pu faire pour les mendiants. J'offre des lits d'hôpital et des vivres en tant que Miss CEDEAO. Mon devoir n'est pas seulement d'être belle et de me taire, mais aussi de montrer la grandeur de mon cœur à travers ce geste. Une occasion pour le directeur général de l'hôpital de remercier la donatrice pour ce geste humanitaire. C'est un geste qui nous va direct au cœur et chaque fois qu'il y a des donateurs pour cette structure, c'est un bonheur pour moi. Poursuivant son intervention, Dr Awada a sollicité l'aide d'autres bonnes volontés pour le bien-être des patients. Je lancerai un appel à tous les autres opérateurs économiques qu'ils fassent pareillement. La présidente du comité Miss Guinée, quant à elle, a appelé les acteurs politiques du pays à privilégier le dialogue pour une paix durable, car selon elle, sans paix, pas de développement.
Sport au football, le match Sénégal-Angola se jouera effectivement au stade du 28 septembre. C'est en tout cas ce qu'a affirmé mardi le ministre sénégalais des Sports à l'occasion d'une conférence de presse qu'a suivi pour nous Fodé Camara. C'est pour mettre un terme aux rumeurs qui faisaient état d'un éventuel changement de décision du gouvernement sénégalais à faire jouer le match Sénégal-Angola dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 que le ministre sénégalais des Sports s'est retrouvé devant la presse guinéenne ce mardi. Vu les relations d'amitié existant entre ces deux pays, liées par la géographie, l'histoire et la communauté, le match Sénégal-Angola se jouera au stade du 28 septembre le 23 mars prochain. C'est pour montrer aussi les relations séculaires qui existe entre nos deux communautés. Je crois que ça c'est fondamentalement important et c'est un signal fort parce qu'on aurait pu délocaliser, aller jouer ailleurs. Mais c'est lui-même qui s'est investi pour que véritablement cela puisse avoir lieu en Guinée. C'est la fédération qui décide. Le match se déroulera bel et bien le 23 mars à 17h à Conakry. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Toutes les commissions mises en place pour une bonne organisation de cette rencontre s'activent. Et on peut dire que le travail est à 95% fait. Le choix des hôtels, donc les sites d'hébergement de l'équipe de l'Angola et de l'équipe du Sénégal, ça c'est fait. Bon, c'est décidé qu'il y aura 1500 agents de sécurité. C'est l'État du Sénégal qui a décidé où se déroulera le match. Après la prise de contact avec le Bureau national des supporters guinéens, la communauté sénégalaise en Guinée, Mbagnick Ndiaye a invité le public sportif guinéen à effectuer le grand déplacement afin de pousser les siens à la victoire finale. Comme pour dire que l'éléphant et le lion vivent tous dans la même forêt. Culture pour refermer cette rétrospective, restaurer la musique guinéenne dans son originalité et son authenticité, c'est le credo de certains anciens artistes réunis dans un orchestre appelé international Gombo Jazz. Billy Nankumakonde les a rencontrés pour nous cette semaine. Voici son reportage. Gombo Jazz, c'est le nom d'une nouvelle formation orchestrale qui vient de naître en Guinée. Elle est composée d'anciennes gloires de la musique guinéenne sous le premier régime. Une manière pour les membres de Gombo Jazz de relancer une musique qui se trouve à la croisée des chemins. Et nous allons essayer de jouer comme on faisait la musique d'hier. Ça, croyez-moi que nous sommes des guerriers ici. Vous n'allez pas croire que vous allez voir un de nos concerts où, là où nous allons jouer, nous allons toujours annoncer que les gens vont nous voir, nous sommes des bagarreurs. Comme nous avons fait avec Sofa, nous avons fait avec Sidi Authentique, vous savez que nous sommes des guerriers. Quand on commence quelque chose, il faut que ça monte, ça brillera net. Pétris de talent, les musiciens de Gombo Jazz entendent ici haut la musique guinéenne en perte de vitesse depuis plusieurs décennies. C'est que ce groupe-là a de grandes ambitions. De grandes ambitions, vous le verrez, ce n'est pas de la théorie. Nous allons travailler et vous verrez que nous serons tout à fait différents des autres groupes que vous avez l'habitude de voir. Nous allons faire des choses inédites qui n'ont rien à voir, avec ce que les gens ont l'habitude de faire. C'est ça, nous nous sommes engagés dans cette logique-là et le temps le prouve. Un exemple à suivre pour faire renaître la musique guinéenne, une musique riche de sa diversité selon plusieurs observateurs. C'est la fin de la rétrospective des faits marquants de cette semaine qui s'achève. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de semaine à tous et à toutes.